Bonjour, je m'appelle David Vauclair, ravi de vous retrouver pour ce 191e numéro d'Au cœur du monde. Cette semaine au programme, un week-end en forme de sandwich diplomatique entre la tech militaire à Singapour et les délires algorithmiques de Vladimir Poutine à Astana. Nous mettrons ensuite le cap sur Hanoï où le Vietnam tente de faire pousser ses bambous économiques sans se faire broyer par les empires sino-américains. Cap sur l'Amérique latine ensuite, en Colombie, un avocat surnommé le Tigre crée un séisme populiste dès le premier tour des présidentielles, tandis qu'en Bolivie, le président coupe les salaires de ses ministres pour tenter d'éteindre une révolte rurale incendiaire. Enfin, nous irons dans les Balkans, où l'Europe tente de réinventer ses règles d'élargissement pour ne pas rester bloquée sur le banc de touche. 5 récits pour décoder ensemble les soubresauts et les métaphores de notre planète. Pour les passionnés de géopolitique, ce week-end offrait un menu de choix avec un véritable doublé de sommets mondiaux. D'un côté, le dialogue de Shangri-La à Singapour, la grand-messe de la défense en Asie, de l'autre, le Conseil économique eurasiatique à Astana, la chasse gardée de Moscou. 2 salles, 2 ambiances, mais un grand sujet commun, l'intelligence artificielle. À Astana, Vladimir Poutine s'est vanté de créer des plateformes IA souveraines, traduction des modèles ultra filtrés pour régimes autoritaires. Sauf que ses homologues ricanent doucement, l'IA russe manque cruellement de puces, de cash, et ses meilleurs cerveaux ont fui le pays. À Singapour, l'ambiance était plus glaçante. Le chef des forces balistiques pakistanaises y a rappelé le cauchemar que vivent les puissances nucléaires rivales face à l'intelligence artificielle. Ces outils technologiques réduisent désormais le temps de décision militaire à quelques secondes seulement. Ce double rendez-vous a aussi mis en lumière la fatigue des alliances traditionnelles. À Singapour, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a jeté un froid en lançant que l'ère des subventions américaines pour la sécurité des pays alliés était révolue. Nous voulons, dit-il, des partenaires, pas des protectorats. C'est le modèle occidental américain qui désormais exige que ses clients mettent la main au portefeuille. À l'Est, le modèle montre ses limites différemment. Le président arménien, qui lorgne vers l'Europe, a carrément boycotté le sommet de Poutine. Pour couronner le tout, l'Iran, en crise, a supplié le bloc russe de créer un système de paiement alternatif pour contourner les sanctions occidentales. Réponse de l'axe eurasiatique, un silence radio poli. Entre la militarisation de la tech et des blocs régionaux qui se fissurent, chaque gouvernement cherche avant tout à protéger ses intérêts stratégiques. Restons en Asie pour analyser le miracle et le vertige économique du Vietnam. Avec une croissance insolente de plus de 8% en 2025 et un volume d'échanges commerciaux qui représente près du double de son PIB, Hanoï est devenue l'une des économies les plus ouvertes et dynamiques de la planète, mais cette réussite repose sur une acrobatie géoéconomique très risquée, résumée par tout bon vietnamologue: suivre les Américains, c'est perdre le parti, suivre les Chinois, c'est perdre la nation. Hanoï pratique donc la diplomatie du bambou, plier sous le vent des superpuissances sans jamais rompre, en vendant aux États-Unis ce qu'elle produit grâce aux composants achetés à la Chine. Le problème, c'est que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et l'explosion des taxes sur les produits chinois ont poussé Pékin à utiliser le Vietnam comme zone tampon. Les entreprises chinoises y relocalisent massivement pour contourner les barrières douanières américaines. Le pays assemble des smartphones sophistiqués, mais les technologies clés restent contrôlées par des multinationales étrangères. Conscient de cette fragilité, le nouvel homme fort de Hanoï, To Lam, tente un virage radical. Il veut imposer une croissance à 2 chiffres en propulsant des champions privés nationaux et en formant 50 000 ingénieurs. Reste à savoir si le bambou vietnamien aura le temps de prendre de vraies racines technologiques autonomes avant que la guerre des blocs ne l'oblige à choisir son camp. Traversons le Pacifique pour atterrir en Colombie, où les instituts de sondage cherchent encore ce qui leur est tombé sur la tête. Dimanche soir, lors du premier tour de la présidentielle, l'avocat d'extrême droite Abelardo de la Espriella, surnommé El Tigre, est arrivé en tête avec près de 44% des voix. Ce flamboyant dandy de barreau, admirateur revendiqué de Donald Trump et Javier Milei, n'a pourtant aucune expérience politique. Il a
totalement ringardisé la droite traditionnelle et s'apprête à défier la gauche sortante lors du second tour, le 21 juin prochain. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est l'histoire classique du boomerang sécuritaire. En 2022, le président de gauche, Gustavo Petro, avait promis la paix totale via des programmes sociaux. 4 ans plus tard, les groupes armés ont doublé de taille et les homicides ont atteint un record décennal. Fatigués des discours, les électeurs ont réclamé la mano dura et des prisons géantes. Si les marchés financiers jubilent déjà à l'idée de baisse d'impôts, le plus dur commence pour le tigre. Le président Petro conteste déjà les résultats préliminaires et si l'avocat l'emporte le 21 juin prochain, son parti n'aura qu'un seul député et 4 sénateurs pour gouverner. Pour appliquer ses promesses de coupe budgétaire à la Milei, le fauve va devoir apprendre l'art très politique des compromis de couloir. On reste sur le continent américain, quelques frontières plus bas, en Bolivie, où le pouvoir exécutif tente une manœuvre de la dernière chance. Imaginez un président et ses ministres qui décident du jour au lendemain de couper leur propre salaire de 50%. Ce n'est pas par pure philanthropie, mais parce que le président de centre-droit, Rodrigo Paz, fait face à une colère rurale qui paralyse totalement le pays. Les blocages de routes sont si violents que la Croix-Rouge doit ouvrir des corridors humanitaires pour acheminer les médicaments et le carburant de première nécessité dans la capitale. À l'origine de l'incendie, une réforme agraire mal ficelée qui, selon les syndicats paysans, risquait de jeter les petits producteurs dans des pièges à dettes au profit des grands propriétaires. Mais la crise a viré au règlement de compte politique lorsque la justice a ressorti un mandat d'arrêt pour trafic d'êtres humains contre l'icône de la gauche indigène, l'ex-président Evo Morales. Pour la rue, c'en était trop. Désormais, le mouvement exige la démission de Rodrigo Paz. Isolé, en rupture totale avec son propre vice-président qui ne lui parle plus depuis janvier, Paz tente de calmer le jeu avec la carotte de sa baisse de salaire, tout en brandissant le bâton, une nouvelle loi lui permettant de déployer l'armée dans les rues. En Bolivie, la démocratie marche désormais sur des braises. Terminons notre périple au Monténégro, où se tenait ce vendredi le sommet entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux. Derrière les sourires de façade et le thème un peu pompeux de la stabilité partagée, l'Europe tente de résoudre un casse-tête institutionnel majeur. Comment s'élargir sans s'auto-paralyser? Le Monténégro est aujourd'hui l'élève modèle avec une adhésion jugée crédible pour 2028. L'Albanie pousse fort, elle aussi, mais pour accélérer le mouvement, une idée radicale circule dans les couloirs de Bruxelles: intégrer ces pays en gelant temporairement leur droit de veto, notamment sur la politique étrangère et la fiscalité. Cette proposition d'une adhésion associée ou à vitesse multiple a reçu le soutien appuyé de Berlin pour régler le cas ukrainien. Problème, Volodymyr Zelensky a immédiatement rejeté l'idée, exigeant une place pleine et entière. Pendant ce temps, la dynamique de l'élargissement rebondit de manière inattendue. En août, l'Islande décidera par référendum s'il faut relancer les négociations avec Bruxelles, portées par l'angoisse géopolitique ambiante. À 2 jours d'élections anticipées cruciales au Kosovo, le message européen est clair. Face aux crises mondiales, l'Europe veut s'étendre pour faire bloc, quitte à sacrifier son vieux dogme de l'unanimité. Voilà ce qui fait vibrer notre monde cette semaine, entre les équilibres précaires de l'Asie, les colères latino-américaines et les doutes européens. Restons attentifs aux récits qu'on nous raconte. C'était Au cœur du monde, un grand merci pour votre écoute et votre fidélité. Laissez vos impressions en commentaire, partagez l'épisode autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine.